Voilà, ça y est. Ok. Voilà, ça y est. Donc, Ok. bonjour, Monsieur Klein. Bonjour, Monsieur Blondel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de votre dernier livre, Les cathédrales et l'alchimie, paru aux éditions Trajectoire. Et donc c'est la quête d'une parole perdue. Très complet et très documenté, hein. Donc c'est ma première remarque. Déjà, je vois qu'il y a une préface de Christian Cabaillet qui est une préface qui est de pratiquement de 10 pages. Et donc je termine il conclut par cette citation. Le vent souffle, il nous apporte le murmure de Notre-Dame et la joyeuse antienne des oiseaux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez déjà me dire un peu sur cette... Cette préface, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Oui. Cette préface donc a été écrite par un scientifique, physicien de son état, qui est retraité maintenant d'ailleurs, nouvellement retraité. Alors, la citation que vous avez faite, il y a déjà deux mots à dire là-dessus. Il parle de la langue des oiseaux. Alors, ce que l'on appelle la langue des oiseaux, c'est en fait une langue, si vous voulez, symbolique. Par exemple, l'argot fait partie de la langue des oiseaux, c'est-à-dire c'est un ensemble de mots codifiés qui sont compréhensibles par ceux qui en ont reçu l'explication, mais qui est incompréhensible aux autres, si vous voulez. Voilà la définition de la langue des oiseaux. L'argot étant un sous-ensemble de cette langue des oiseaux. Voilà. Alors maintenant, pour revenir à cette préface, elle est assez longue, effectivement. Le préfaceur retrace un petit peu, même je dirais assez longuement, l'alchimie, la démarche des alchimistes, et puis, bon an, mal an, dans cette préface, il développe certaines parties que j'ai traitées au cours du livre, dans certaines parties du livre. Voilà. Donc cette préface, effectivement, ce qui fait son attrait, c'est que c'est un spécialiste, effectivement, physicien, mais très, très féru d'alchimie. Oui, et ça se voit d'ailleurs, ça se voit. Et en quelque sorte, il développe déjà de son côté ce qui va être développé un petit peu plus loin par l'auteur. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait presque ne lire que la préface et on aurait déjà une grande idée du livre. Enfin, disons, une grande idée, moi, je trouve qu'il est très, très, très documenté et très, très précis. Donc c'est pour ça, moi, j'en suis déjà à une première partie. J'ai pas lu l'intégralité vraiment parce que il y a vraiment beaucoup de chapitres. Il y a 4 thèmes principaux. Donc moi, j'ai relevé plusieurs points, par exemple le labyrinthe, par exemple, qu'on retrouve encore dans certaines cathédrales, Oui. Alors vous voulez que je vous parle des labyrinthes? Alors, les labyrinthes que l'on trouve dans certaines cathédrales, malheureusement, ils ne sont plus très nombreux parce qu'ils ont été démantelés complètement par l'Église au XVIIe siècle. Qui manifestement, ils n'avaient plus compris le sens du labyrinthe, les chanoines n'avaient pas plus compris le sens des labyrinthes et ils ont voulu les supprimer. Bon, c'est comme ça. Alors, il en reste très peu. Il y a celui de Chartres, la cathédrale de Chartres, il y a celui de la cathédrale d'Amiens, qui est octogonale, il y a celui de l'abbatiale de Saint-Quentin dans l'Aisne, et il y a celui de la cathédrale de Bayeux. Voilà, pratiquement ce qui reste, vous voyez. Puis dans la cathédrale de Guingamp aussi, il y en a un tout petit. Voilà ce qui reste, alors que je dirais pas que toutes les cathédrales en étaient munies, mais au moins il y en avait un très grand nombre. Le regret que je peux avoir, c'est celui de la cathédrale de Reims,
qui était octogonal et qui avait quatre petits vous êtes un peu de la région, qui avait quatre petits octogones sur les côtés qui représentaient les quatre maîtres d'œuvre, les quatre premiers maîtres d'œuvre, Jean d'Orbay, Jean Leloup, Gaucher de Reims et Bernard de Soissons. Et au milieu, au centre de ce labyrinthe octogonal, il y avait une effigie, probablement l'évêque fondateur. Voilà. Et donc, ce labyrinthe était en quelque sorte une rétrospective des quatre premiers fondateurs de la cathédrale de Reims. Malheureusement, ils l'ont supprimé. Ils l'ont supprimé, il n'existe plus. Voilà. En fait, les compagnons m'ont dit qu'à un moment donné, ils avaient songé, en accord avec les monuments historiques, à le reconstruire. Mais malheureusement, il manquait des données. C'est-à-dire que, en fait, l'information que l'on a de ce labyrinthe de Reims est l'écho d'un texte du chanoine Coco, d'un certain chanoine qui vivait au milieu du XVIIe siècle et qui a encore vu le labyrinthe avant qu'il soit démoli. Mais malheureusement, il était déjà en très mauvais état parce que les gens avaient marché longuement et donc il y avait parce qu'il y avait des petits textes autour de chacun des petits octogones représentant les maîtres d'œuvre successifs et les textes étaient effacés. Et donc les monuments historiques ont préféré de ne pas reproduire quelque chose d'incomplet, voilà, de refaire quelque chose d'incomplet. Donc voilà. Alors maintenant, en général, les labyrinthes d'église, leur particularité, c'est que ce ne sont pas des vrais labyrinthes, ce sont des faux labyrinthes, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voie sans issue. À partir du moment où l'on y entre, on est sûr d'arriver au centre, mais par des chemins, des retours sur soi-même, des retours presque à la case de départ. Oui, je montre certaines illustrations du livre. D'accord. Donc voilà. Donc en fait, ce sont on les appelle aussi des dédales, des chemins de Jérusalem. Pourquoi chemin de Jérusalem? Parce que on a pensé qu'ils pouvaient correspondre à une certaine époque, quand les lieux saints étaient inaccessibles, à des pèlerinages sur place en quelque sorte. Donc voilà un petit peu la signification de ces labyrinthes d'église. Alors il y en a un qui est fort intéressant, c'est le labyrinthe de Chartres, qui a en plus des tas de particularités. Il fait 13 mètres de diamètre à peu près, et la cathédrale faisant 130 mètres de long, certains ont pensé qu'il a été une unité de mesure pour la construction de la nef de la cathédrale, voilà, 10 fois 13, avec la tétractys, effectivement, que l'on retrouve le 10. Enfin, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Alors, moi, je vous dis, c'est un livre qui est très dense et très précis, et moi, j'apprécie particulièrement aussi toutes les illustrations et j'ai remarqué aussi à la fin du livre, il y a un glossaire justement sur tout ce qui est l'alchimie, dans l'alchimie, qui est tous les mots qui sont employés dans l'alchimie. Bien sûr. On pourrait parler, à chaque page, je fais des découvertes et donc j'ai relevé certaines choses. Par exemple, page 69, le mot vitriol. Vitriol. Alors, le vitriol, le mot, en fait, il se prononce V-I-T-R-I-O-L, c'est un acronyme. C'est un acronyme ou acrostiche. C'est-à-dire, c'est un mot dont chacune des lettres a un sens en elle-même, c'est-à-dire, elle est le point de départ d'un autre mot. Alors, V-I-T-R-I-O-L, ça vient en fait d'un traité d'alchimie d'un certain Basile Valentin, qui était un moine, dont on n'a pas beaucoup de renseignements d'ailleurs, qui vivait à Erfurt, en Allemagne, et qui avait écrit un traité, justement, ce qu'on appelle le traité de l'azote, A-Z-O-T-H. Et dans ce traité, il y avait différentes gravures, entre autres, il mentionnait donc ce V-I-T-R-I-O-L pour la première fois. Alors, je vais vous dire ce que ça signifie. Si on concatène tous les mots, ça veut dire visite, en latin, c'est du latin, visita interiora terrare rectificando invenies occultum lapidem. C'est-à-dire, en termes clairs, visite le centre de la terre et en rectifiant ta pensée, tu y trouveras la pierre cachée des sages. Alors, visite le centre de la terre, en fait, ça veut dire, c'est symbolique, ça veut dire pénètre à l'intérieur de toi-même
à l'intérieur de toi-même, à l'intérieur de ta pensée, et tu y feras des découvertes. Tu y trouveras par l'introspection, par la méditation, tu trouveras des choses cachées. Voilà. Oui, Donc et voilà le sens de VITRIOL. Voilà. je vous dis, c'est chaque fois que j'ouvre le livre, on découvre, à chaque page, on découvre, et puis on apprend beaucoup de choses. Donc, je vous dis, moi, j'ai relevé aussi, par exemple, la page 75, savoir, pouvoir, oser se taire. Dans ce, Oui. de ce, Oui, c'est-à-dire ça résume un petit peu la pensée. C'est Fulcanelli voilà, qui c'est a ça, oui. mis cette savoir pouvoir oser se taire, c'est-à-dire qu'effectivement, après avoir eu de la connaissance, après avoir osé eh bien, pratiquer en quelque sorte les vertus acquises par cette connaissance, eh bien, et que l'on a réalisé quelque chose, eh bien, la dernière phase, c'est de se taire, c'est-à-dire de ne plus rien dire pour, en quelque sorte, laisser les autres découvrir à leur place. Quoi. Et j'avais aussi relevé que Fulcanelli était à un moment donné, il était très sévère il disait que c'est la décadence à partir de François Ier, non paradoxal de Renaissance. Et il faisait le constat que c'était la décadence à partir de cette période du XVIe siècle, de l'apparition de l'art renaissant. Et il trouvait que c'était une décadence par rapport à ce Par qui avait rapport à l'art été gothique. Oui. à l'art gothique, etc., du XIIIe, etc. Est-ce que vous Oui. pouvez parler un peu de cet art gothique original qu'on a appelé argot, et puis on parle aussi du trait dans ce chapitre? Oui, alors l'art gothique, en fait, le gothique est apparu sur un plan architectural, est apparu au tout début du XIIIe siècle. Dans le domaine de l'architecture, il y a eu d'abord ce qu'on a appelé le roman, l'art roman, et puis ensuite est apparu l'art gothique. L'art gothique est caractérisé par un certain nombre de découvertes en matière d'architecture, découvertes qui ont été faites très probablement par des architectes du nord de la France, de la Picardie, et qui ont permis d'élever des édifices à des hauteurs vertigineuses, chose que l'on ne pouvait pas faire avant dans l'architecture romane. Alors pourquoi? Parce que dans l'architecture romane, les voûtes étaient très lourdes. Elles étaient c'était des en anse de panier, en demi-cercle, si vous voulez, et toute la poussée des voûtes se faisait sur les murs qui devaient être très, très lourds, très épais. Avec le gothique, avec cette découverte du gothique, on a pu faire des voûtes de plus en plus hautes et avec, par exemple, les croisées d'ogives qui permettaient de canaliser en quelque sorte les poussées des voûtes à certains endroits, et, bien, et surtout la découverte des arcs-boutants, qui sont des supports extérieurs, ça a permis d'alléger les voûtes et de pouvoir, en quelque sorte, les percer par des grandes verrières, des grandes rosaces, des grandes verrières, et tout ça, ça a été effectivement la grande découverte du gothique. La grande découverte qui est apparue pour la première fois vers les années 1220-1230 où était Sugère, là, à Saint-Denis. À Saint-Denis. Voilà. Et ensuite, dès cette époque-là, tous les architectes se sont mis à travailler selon ce nouveau style architectural et selon ces nouvelles découvertes architecturales. Voilà. Alors maintenant, Fulcanelli est comment dirais-je, un passionné du gothique, indiscutablement. Alors le gothique, il y a eu trois grandes périodes. Pratiquement, le gothique a vécu de 1200 à 1500, pratiquement du XIIIe au XVIe siècle. Il y a eu le gothique rayonnant, le gothique, le dernier, c'est le gothique flamboyant, bon,
j'ai un trou de mémoire, il y a eu une époque du gothique, le premier c'était le gothique lancéolé, voilà, il y a eu le rayonnant, lancéolé et le gothique flamboyant. Pourquoi flamboyant? Parce que la sculpture, les pierres ainsi sculptées donnaient l'impression de petites flammes. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Et puis après, eh bien, est venu l'art renaissant avec un style tout à fait différent. Alors, pour Fulcanelli, effectivement, l'art renaissant, la copie de l'art antique, est une décadence par rapport à ce qu'il considère comme étant l'apogée de l'architecture, c'est-à-dire celle du gothique, et plutôt la fin du gothique. Voilà, voilà un petit peu. Vous voyez, voilà ce qu'on peut dire sur. Alors maintenant, gothique, vous allez me dire, ah ben oui, mais l'origine de ce mot. Alors, l'origine du mot gothique, en fait, c'est pareil. À partir de la Renaissance, de l'époque de la Renaissance, eh bien, le gothique, l'art gothique a été un peu dénigré. Et on disait que c'était l'art d'égo, c'est-à-dire un art barbare. Effectivement, si vous voulez, il y a deux façons de penser. Il y a la pensée de la Renaissance, la redécouverte de l'art antique, bon, avec les grands chapiteaux triangulaires, les grandes colonnes. Et puis, il y a effectivement cet art gothique qui a été dénigré à l'époque de la Renaissance. Alors, l'art d'Ego, l'Ego étant soi-disant une peuplade barbare. Voilà, en gros. Bon, alors, effectivement, Fulcanelli, dans son livre, explique que, en fait, Go, comment dirais-je, peut venir aussi de argot, l'art d'ego, Oui. mais l'art d'ego, l'argot, c'est aussi pour lui un art justement de gens très, comment dirais-je, très érudits dans leur science et justement qui pratiquaient un petit peu ce que l'on a dit au début, c'est-à-dire la langue des oiseaux, c'est-à-dire certaines choses étaient restées, apparaissaient d'une manière symbolique, et on le trouve effectivement dans l'architecture gothique, volontairement en quelque sorte, pour que certaines choses ne soient pas dévoilées et divulguées à tout le monde. Voilà un petit peu son point de vue. Voyez. Bon, encore une fois, c'est un point de vue. Chacun peut avoir évidemment un point de vue différent. Et au début du livre, j'ai vu pour les remerciements, vous avez écrit que vous avez préparé pendant plus d'1 an ce projet, etc. Et on voit vraiment, bon, moi je dis que c'est une référence c'est une référence pour les gens qui s'intéressent vraiment aux cathédrales et à l'alchimie. Hein. Donc moi je découvre, je vous dis, je découvre tous les jours les chapitres et c'est pour ça que je vous avais contacté. J'avais envie justement que vous parliez de ce livre, du travail que ça a engendré, des recherches et tout ça. Et bon, moi, à mon modeste niveau, je redis certains points. Et par exemple aussi, page 67, vous parlez du soufre et le mercure et le sel, etc. pour les alchimistes. Oui, alors, ça c'est effectivement le soufre et le mercure. C'est en quelque sorte, ces deux termes sont en quelque sorte le b.a.-ba de l'alchimie. Les alchimistes considéraient que, si vous voulez, la nature, enfin, tout dans la nature est issu d'une même source, ce qui est en conformité d'ailleurs avec ce que ont découvert les physiciens et les chimistes modernes. Mais ils ont employé deux mots, soufre et mercure. Alors, il faut bien comprendre que chez les alchimistes, le soufre n'a rien à voir avec l'élément soufre que l'on connaît, c'est-à-dire cette matière jaune, poudreuse. C'est pas du tout ça. C'est un principe, un principe. De même, le mercure n'a rien à voir avec ce métal liquide qui roule en petites billes qui est le mercure. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un principe aussi. Donc, ils ont en quelque sorte défini deux principes différents qui s'unissent dans la matière pour former les différents corps. Vous voyez, bon, sans donner évidemment d'explications bien précises sur ce qu'est le soufre
et ce qui est le mercure. Simplement, ce que l'on sait, c'est que ces deux principes, en quelque sorte, s'unissent de diverses façons dans la matière pour donner les différents corps existants. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Alors, à une époque plus tardive, est apparu, surtout avec Paracels, c'est-à-dire 16e siècle, ce qu'on a appelé, ce qu'il appelle le sel. Mais encore une fois, ce sel n'a rien à voir avec le sel que vous mettez, le sel de cuisine que vous mettez, Oui, le chlorure de sodium, CLNA, qui n'a rien à voir avec cela, qui est un autre principe qui a été utilisé par Paracels, je vous dis, à partir du XVIe siècle, et qui serait en quelque sorte le troisième élément manquant aux deux premiers pour parfaire en quelque sorte la composition de la matière selon les alchimistes. Voilà un petit peu l'explication, je dirais simpliste que l'on peut donner de ces trois noms, de ces trois mots. Voilà. Alors bien évidemment, les alchimistes se sont bien défendus de dire qu'est-ce que véritablement ce principe soufre, ce principe mercure. Là, les traités sont très, très évasifs, on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, donc moi je vous dis, j'ai pas, comme je vous dis honnêtement, je suis pas allé tout au bout du livre parce que je prends du temps pour me documenter par ailleurs, etc. Mais donc je sais pas si vous avez encore quelques sujets que vous voulez approfondir à propos de ce livre. Moi, toujours est-il que je sais que ce bouquin, pour moi, c'est une référence. Hein, c'est vraiment très, très dense. Il y a le glossaire, il y a beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez encore préciser par rapport à ce livre, qui, je me rappelle, a été édité dans l'édition Trajectoire. Je ne sais pas si vous avez des choses à préciser. Bien, ce que je peux, alors, si vous voulez, j'ai divisé ce livre en 4 parties. Une première partie assez succincte qui développe un petit peu ce qu'est la cathédrale et ce qu'elle présente. Ensuite, j'ai donné quelques éléments d'information sur qu'est-ce que l'alchimie. Ensuite, dans une troisième partie, qui est peut-être un petit peu la partie la plus complexe du livre, j'ai essayé de définir les éléments de ce que tous les spécialistes considèrent comme étant la cathédrale alchimique par excellence, c'est-à-dire Notre-Dame de Paris. Pour Fulcanelli, pour tous les alchimistes, Notre-Dame, c'est leur cathédrale. C'est pour ça d'ailleurs que, si vous avez remarqué le préfacier, quand il parle de Notre-Dame, il ne veut pas de tiret, il veut un accent circonflexe sur le haut. Enfin, il y a des tas de conditions qui doivent être réalisées. Voilà. Bon, et ça a proposé des problèmes à l'éditeur, mais enfin, bon, qui a été obligé de recorriger après dans l'autre sens. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, Notre-Dame de Paris est effectivement la cathédrale alchimique par excellence, avec des tas d'éléments qui, de par le symbolisme qu'ils présentent, nous font penser à l'alchimie à travers des étapes de l'alchimie ou des différentes matières en quelque sorte utilisées par les alchimistes. Alors, ce que je voudrais dire, ce que j'ai essayé de développer dans ce livre, c'est que, mais encore une fois, tout ça c'est à mettre au conditionnel, ce ne sont pas des affirmations, mais c'est des suppositions, c'est que, en quelque sorte, dans certaines cathédrales, si vous voulez, il y a deux niveaux, il y aurait, je le mets au conditionnel, deux niveaux de lecture possibles. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce que disent certains alchimistes d'ailleurs. Un premier niveau, si l'on regarde par exemple une sculpture ou un médaillon, un premier niveau où il y a tout simplement la première interprétation que l'on peut en faire, qui est une interprétation religieuse, si vous voulez, puisque la cathédrale, malgré tout, est un temple chrétien, donc il y a forcément des images religieuses. Et en quelque sorte, en filigrane, il y aurait un deuxième niveau de lecture possible grâce à des petits éléments qui apparaissent par-ci, par-là, et qui servent en quelque sorte de repère, justement pour ceux qui s'y connaissent, pour les alchimistes, je dirais, à voir
sous un autre angle, eh bien, la statue, le médaillon correspondant. Vous voyez, donc, ça serait le deuxième niveau de lecture de toute cette iconographie des cathédrales. Mais moi personnellement, je mets ça au conditionnel, ce sont des hypothèses. Alors, il y a également un élément que vous avez peut-être pas encore lu, c'est à la fin du livre, c'est ce qu'on appelle l'art de mémoire. L'art de mémoire, c'est quelque chose qui est connu depuis l'Antiquité, qui était une méthode suivante, c'est que à une époque où il n'y avait pas beaucoup de papier, où le parchemin coûtait très cher, il fallait mémoriser. Et donc, pour pouvoir mémoriser, il y avait des méthodes correspondantes. En particulier, une méthode qui consistait à imaginer un édifice, par exemple, avec ses différentes pièces, et dans tout un texte, mettre chacune des parties dans une des pièces correspondantes de l'édifice. C'est ce qu'on appelait l'art de mémoire. Et personnellement, j'ai émis l'hypothèse que certains médaillons, en particulier de Notre-Dame de Paris, qui représentent un oiseau, qui représente un serpent qui s'enroule autour d'une espèce de tige, qui représente comment dirais-je, une sorte de reptile qui brûle au milieu d'une salamandre, cherchez le nom, qui brûle au milieu d'un compost, pourrait être. Voilà, donc ça, j'ai pensé que l'art de mémoire a pu être utilisé par les imagiers du Moyen-Âge pour introduire certaines idées, en quelque sorte, qui étaient compréhensibles par certains, par les initiés, et par contre qui échappaient complètement, peut-être à la fois aux religieux, je ne sais pas, mais disons à la plus grande majorité des gens. Et puis il y a également une chose dont je me suis aperçu, c'est que les alchimistes, surtout à partir du XVIe siècle, ils aimaient se rencontrer et discuter entre eux. Alors il y en a un qui s'appelle Denis Zacher, qui vivait en 1540-1550 et qui a écrit des traités d'ailleurs, traité du sel et du feu, et il disait la chose suivante, il ne se passait pas un jour, même les dimanches et jours de fête, sans que nous nous réunissions, soit à Notre-Dame-la-Grande, disait-il, sous les portails de Notre-Dame-la-Grande, ou à la petite porte rouge qui est rue du Cloître Notre-Dame, donc qui est du côté nord, où nous parlions de nos travaux de la semaine passée, et on terminait, disait-il, par un repas, souvent fait chez moi d'ailleurs. Voilà. Bon, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, on peut penser que d'abord, ils ne travaillaient pas tout seuls, ces alchimistes, et qu'en plus, ces réunions informelles ont peut-être été le point de départ de confréries d'alchimistes, de confréries mystiques qui sont apparues, qui ont pu apparaître quelques décennies ou quelques siècles après. Vous voyez. Donc là, il y a un élément intéressant aussi. Et enfin, j'ai terminé la 4e partie de mon livre en développement, comment dirais-je, une idée, c'est que justement, quand on a cessé de construire des cathédrales, eh bien peut-être que justement tout ce savoir-faire, tout ce savoir aurait été récupéré par des confréries mystiques, celles dont je viens de parler tout à l'instant, et qui auraient en quelque sorte fait perdurer tout ce savoir au moment où on ne construisait plus de nouveaux édifices. Voilà un petit peu l'idée de ce livre. En tout cas, moi je dis que je trouve que c'est un livre qui est très bien, qui était très bien présenté aussi par les illustrations, qui est très précis, qui est très documenté, et on comprend pourquoi vous avez mis pratiquement 1 an à faire le plan, etc. Et le résultat est, ma foi, très réussi. Et je vous dis, c'est une lecture qui se fait vraiment en introspection, et il faut faire des recherches, etc. Et c'est pour ça que j'avais tout de suite eu l'idée de vous proposer de faire une interview au premier niveau de ma lecture, parce qu'il y a plusieurs niveaux aussi. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ah oui, parce que là, je suis juste à la première découverte, et donc je voulais absolument vous entendre parler un peu de ce livre, parce que dès que
que j'ai appris la parution de ce livre, je me suis précipité dessus et voilà, donc c'est encore assez frais, mais je suis très content d'avoir fait l'acquisition de ce livre et je suis pas au bout de mes découvertes et j'espère pouvoir en parler avec vous de façon plus longuement encore pour à une prochaine occasion, quoi. Ah ben, je vous en remercie, hein, je vous en remercie Voilà. d'avoir apprécié déjà le début Oui, de lecture que vous avez fait. et puis, je vous dis, moi, je vous ferai la vidéo à titre personnel. Je vous enverrai les résultats très prochainement, très rapidement. En fait. Oui, d'accord. Eh Voilà. bien, un grand merci. Un grand merci. Et puis, je vous remercie de votre patience et de la persévérance pour le côté technique. C'est toujours un peu délicat, mais Ah, la technique est capricieuse, oui. oui. Donc, on y arrive toujours. Et puis, je vous dis bonne soirée et puis à très bientôt pour la suite des discussions de ce fameux livre que je montre encore. Et parce que vraiment, c'est un livre, pour moi, c'est un livre référence. Voilà. Eh ben, écoutez, un grand merci, Monsieur Voilà. Klein. Et puis, je suis à votre disposition pour d'autres, pour d'autres réunions virtuelles. Ouais, ça sera avec plaisir. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis Merci. à la prochaine. Merci. Bonne Merci. soirée à vous aussi Merci. et à la prochaine. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir.